Bonjour à tous, bienvenue donc à ce nouveau et dernier webinaire de l'année, donc des rendez-vous experts trimestriels, consacrés donc pour celui-ci à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il vous est donc présenté en partenariat avec Moniteur Juris, la revue Opérations immobilières et le cabinet Racine. Les webinaires trimestriels sur l'actualité du droit de l'urbanisme ont pour objectif d'analyser l'actualité législative et jurisprudentielle de ces 2 derniers mois notamment, du droit de l'urbanisme pour vous aider à adapter vos pratiques professionnelles. Cette actualité est analysée par Anthony Bichelon, avocat au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine. Il est spécialisé en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. Vous pouvez poser vos questions comme indiqué sur la diapositive que vous voyez, qui s'affiche. Anthony Bichelon donc répondra à la fin de son intervention à toutes vos questions. Je lui laisse maintenant la parole et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Habituellement, je mets ma webcam pour avoir un lien, on va dire, un peu plus direct avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, on a un petit souci informatique qui fait que je ne pourrai pas partager ma webcam, donc vous aurez simplement l'audio. Sur le programme de ce webinaire, comme vous pourrez le voir, il est bien chargé. Les juridictions administratives ne nous ont pas déçus ces 3 derniers mois et on va voir ensemble 8 jurisprudences qui apportent un certain nombre de précisions, voire d'évolutions et qu'il convient de noter. Donc j'ai réparti en fait cette actualité en 3 thèmes. Le premier, c'est la prise en compte de la biodiversité par les juridictions administratives. Je le mets en premier parce que c'est vraiment une problématique aujourd'hui récurrente. On constate une inflexion de la part des juridictions administratives qui deviennent de plus en plus tenaces sur le respect de la biodiversité et des règles issues du droit de l'environnement. Donc, il y aura une attention particulière sur ces 3 jurisprudences qui sont révélatrices de l'état d'esprit de nos juridictions administratives en ce moment. Un deuxième point sur l'instruction des autorisations d'urbanisme et des évolutions qui ont pu être constatées dans les dernières jurisprudences. Et enfin, un petit point sur les jurisprudences en matière de procédures contentieuses. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec la prise en compte des jurisprudences relatives à la prise en compte de la biodiversité par les juridictions administratives. 3 jurisprudences et on va commencer par la première d'entre elles, celle de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2021. Donc, ces 3 jurisprudences, vous allez voir, on n'a que des annulations pour des motifs liés à l'environnement. Donc, une annulation de SCOT dans cette première jurisprudence. On verra également une annulation de PLU dans la seconde décision de justice, puis une annulation d'une autorisation environnementale. Ici, on est sur une annulation de SCOT, en l'occurrence le SCOT du pays de Valois. Ce SCOT a été contesté par des associations de défense de l'environnement et le sens de cette décision, c'est une annulation de la délibération qui avait approuvé ce SCOT en raison d'une part de l'insuffisance du rapport de présentation, mais également de la méconnaissance de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme qui vise à la préservation et à l'équilibre entre les grands objectifs qui sont fixés par le Code de l'urbanisme, à savoir la protection de l'environnement et le développement, on va dire, économique. Donc, qu'est-ce qui avait comme problème identifié par la Cour administrative d'appel dans cette décision de justice? On a une association qui conteste le SCOT et qui prétend effectivement que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Valois ne préserve pas suffisamment les espaces protégés. La Cour administrative d'appel va étudier les moyens qui ont été soulevés par les requérants. Et elle constate dans ce SCOT que le rapport de présentation de ce SCOT, comme tout rapport de présentation, a bien identifié les espaces sensibles. Donc, il y a une identification d'un certain nombre d'espaces naturels, notamment les continuités écologiques. Les espèces protégées présentes sur le territoire du SCOT ont également été identifiées, tout comme leur lieu d'habitat. Les caractéristiques géologiques et hydrographiques du territoire sont également présentes et également, on a constaté la présence d'un massif de 3 forêts du bois roi qui est identifié comme un espace à forte sensibilité écologique.
Parallèlement, le SCOT n'a pas que vocation à préserver l'environnement, il a également vocation à encadrer et à permettre ce développement économique du territoire, l'aménagement du territoire, tout en préservant la préservation des espaces dits sensibles. Et dans le cadre du document d'orientation et d'objectifs, qui est un des documents du schéma de cohérence territoriale, il est prévu notamment le développement d'activités extractives et de recyclage, notamment dans des réservoirs de biodiversité. Lors de l'enquête publique, le commissaire avait relevé que le SCOT devait notamment permettre d'installer un écopole qui allait comprendre la réouverture d'une carrière et l'implantation d'une activité de stockage des déchets. Et vous le savez, le droit de l'environnement, comment le droit de l'environnement va intervenir, aussi bien sur le développement de projets de construction que sur l'élaboration de vos documents d'urbanisme, il va intervenir en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'il vous demande toujours, dans le cadre de procédures, de faire une photographie du territoire tel qu'il est avant l'intervention du projet ou du document d'urbanisme, en l'occurrence là le SCOT. Donc là, l'état initial a bien été fait. Après, on vous demande de développer les orientations que vous souhaitez prendre pour votre territoire. Là, en l'occurrence, il y a l'une des orientations qui est de permettre le développement d'activités extractives. Une fois que vous avez fait cet état initial, une photographie de votre site avant l'entrée en vigueur du SCOT, et une fois que vous avez déterminé quels étaient vos objectifs, vous devez déterminer les impacts pour prendre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour faire en sorte que les impacts de votre projet, de votre document d'urbanisme, soient le plus neutre possible pour l'environnement. Et qu'est-ce que nous dit la Cour administrative d'appel dans ce dossier? Il nous dit qu'ici, le SCOT a bien prévu le développement d'une activité économique dans un espace sensible, mais pour autant, il n'en a pas prévu, il n'en a pas identifié les impacts. Si on n'a pas identifié les impacts, les auteurs du SCOT n'ont pas pu également identifier les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui permettent de réduire ces impacts sur l'environnement. Donc, point 1 et premier motif d'annulation, c'est insuffisance du rapport de présentation. Parce que cette détermination de l'état initial, des objectifs du document et l'identification des impacts pour les réduire, c'est une obligation qui doivent ressortir des documents du SCOT. Premier motif d'annulation, insuffisance du rapport de présentation. Deuxième motif d'annulation, là c'est un motif d'annulation sur le fond. La Cour administrative d'appel estime que quand bien même le rapport de présentation serait insuffisant, il n'en demeure pas moins que le SCOT prévoit le développement d'une activité, pas des moindres, hein, c'est une activité d'extraction, enfin, d'exploitation des ressources dans un espace qui est jugé remarquable en raison des espèces protégées, en raison de sa localisation et de sa sensibilité environnementale. Du coup, la Cour considère qu'il y a une méconnaissance des exigences du principe de conciliation prévu à l'article 6 de la Charte de l'environnement et des différents objectifs de l'article L101-2 qui visent à la fois à permettre le développement et l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement. Donc, il y a eu une annulation du SCOT sur ces 2 points. Donc, c'est un premier exemple de décision récente qui montre à quel point aujourd'hui les juridictions administratives sont vigilantes sur les procédures environnementales et le respect de celles-ci par les collectivités. Le deuxième exemple jurisprudentiel qui montre à quel point aujourd'hui les juridictions sont vigilantes sur le respect du droit de l'environnement, c'est une nouvelle annulation d'un PLU pour consommation foncière excessive. Là, en l'occurrence, on est sur le PLU intercommunal de la communauté de communes de Bitche, dans le nord-est de la France. Donc, elle fait suite à l'annulation du PLU de Toulouse, qui avait été également ordonné pour excès de consommation foncière. Donc, vous devez toujours garder en tête qu'aujourd'hui, dans l'élaboration de vos PLU et des SCOT également, l'un des grands objectifs, c'est la réduction des consommations, de la consommation foncière. Avec, gardez toujours en tête, 2050, zéro artificialisation nette de sol, c'est l'objectif qui vient d'être rappelé par les lois climat. Donc, vous devez impérativement faire attention à
cet objectif de réduction de la consommation foncière, étant précisé pour tous ceux qui travaillent en collectivité et qui m'écoutent, c'est que dans les 5 ans qui viennent, vous allez devoir mettre tous les PLU de France en conformité avec la loi climat qui vient d'être approuvée, et vous allez devoir réduire par 2 la consommation foncière par rapport aux 10 précédentes années. Donc, très important, vous devez être extrêmement vigilant sur ce point-là. Et visiblement, la communauté de communes de Bitche ne l'a pas été. Donc, 4 motifs d'annulation de ce PLU. Le premier d'entre eux, c'est insuffisance d'avis de la commission d'enquête. Pourquoi insuffisance? Parce que je vous rappelle que le commissaire enquêteur, donc les PLU, notamment quand ils font l'objet d'une procédure de révision ou d'élaboration même, doivent faire l'objet d'une enquête publique. Dans le cadre de cette enquête publique, on a un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif qui doit donner son avis sur la qualité du dossier qui lui est présenté. Et l'avis qu'il rend, c'est un avis défavorable ou un avis favorable avec ou pas réserve, il doit le motiver. Alors, même si c'est sommaire, il doit indiquer pourquoi il a rendu un avis favorable ou défavorable. Et là, en l'occurrence, on avait la préfecture, la préfecture de la Moselle, ainsi que la mission régionale d'autorité environnementale, qui avait pointé, dans le projet de PLU qui leur était présenté, une problématique de consommation excessive d'espace. Donc, ces 2 autorités avaient d'ores et déjà dit il y a quelque chose qui nous dérange dans ce PLU. Et le commissaire enquêteur avait répondu quand même favorablement, avait émis un avis favorable sur ce projet de PLU sans répondre sur ce point relatif à la consommation excessive d'espace qui avait pourtant été soulevé par le préfet de la Moselle et par la mission régionale d'autorité environnementale. Donc, au regard de ces informations, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré en fait que le commissaire enquêteur n'avait pas motivé suffisamment son avis parce qu'il n'y avait pas de réponse en fait du commissaire enquêteur sur la problématique de la consommation excessive d'espace, alors même qu'il avait été alerté par des autorités administratives sur cette problématique-là. Donc, premier point, c'est sur la forme. Le deuxième point, c'est également quelque chose d'important. Aujourd'hui, vous êtes obligé dans vos PLU de donner un objectif chiffré de consommation, de réduction de la consommation. Et là, en l'occurrence, le PLU de intercommunal de la communauté de communes de Bitche ne comportait aucun objectif chiffré. Donc là, c'est un motif de fond qui a justifié l'annulation. Autre point d'annulation, c'est incompatibilité avec le SCOT. Vous devez garder en tête qu'un PLU doit être compatible avec les orientations du SCOT. En l'occurrence, le SCOT qui était opposable au PLU demandait aux auteurs des PLU soumis à ce SCOT de privilégier l'extension de l'urbanisation dans ce qu'il a qualifié de polarité urbaine, c'est-à-dire les plus grosses villes du périmètre du SCOT, et seulement à titre accessoire de permettre l'extension des villages. Et ce n'est absolument pas ce que les auteurs du PLUI en litige avaient fait. Eux, ils avaient privilégié l'extension des villages au détriment des polarités urbaines. Donc là encore, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il y avait une incompatibilité et a justifié l'annulation. Et enfin, vous savez que les juridictions administratives et le législateur est aujourd'hui extrêmement vigilant sur la justification de votre consommation foncière. Il y a des études énormes qui sont faites lors de l'élaboration des PLU. Vous devez quantifier sur les 10 dernières années l'augmentation de la population sur le territoire pour vous donner un ordre d'idée de ce qui va se passer dans les 10 années à venir. Et il va falloir prioritairement que cette augmentation de la population se fasse en densification et non pas en extension. L'extension, ce n'est que pour ce qui ne pourra pas être absorbé en densification. Et là encore, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les auteurs du PLU n'avaient pas assez fait d'efforts dans le PLU pour justifier d'une augmentation pour justifier de l'absorption de l'augmentation de la population dans les années qui viennent par la densification et non pas par l'extension de l'urbanisation. Donc gardez bien en tête que d'ici 2050, il faudra atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols et que d'ici là, on privilégie la densification à l'extension
l'extension qui reste toujours possible, mais elle doit être marginale et elle n'aura vocation à absorber que l'augmentation de la population qui n'aura pas pu être faite en densification. Donc voilà pour cet exemple d'annulation de PLU pour consommation foncière excessive. Donc on a un PLU qui avait été mal monté parce que les auteurs du PLU n'avaient pas fait le travail nécessaire pour justifier que l'augmentation de la population se ferait par de la densification et non pas par de l'extension du territoire. Donc trop de zones AU, pour ceux qui travaillent en collectivité, le fait aujourd'hui d'avoir des PLU qui comportent trop de zones AU, c'est effectivement un risque juridique important. Les zones AU sont des zones d'extension de l'urbanisation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a en règle générale rien dans ces zones AU. Donc le fait d'en avoir beaucoup, c'est un premier indice qui tend à montrer que votre PLU est illégal. Donc pour tous ceux qui sont en train de travailler sur des PLU, faites attention, on densifie avant de faire de l'extension d'urbanisation. Donc je vous invite bien évidemment à poser vos questions si vous en avez durant le webinaire et j'y répondrai à la fin. Troisième jurisprudence que je voulais voir avec vous, ça vous permettra de faire un rappel ensemble sur la réglementation sur les espèces protégées. Et ici, c'est l'exemple d'une annulation d'une autorisation environnementale qui autorisait à porter atteinte à des espèces protégées. En l'occurrence, on est dans le Gard et on a la société Amazon qui est connue, qui prévoit de réaliser un centre de tri de colis. Comme toute construction, il fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, mais il fait également l'objet d'une autorisation environnementale. Pourquoi une autorisation environnementale? Parce que sur le site où Amazon veut s'installer, il y a un certain nombre d'espèces protégées qui ont été identifiées. Donc vous connaissez le principe. Le principe, c'est qu'on ne peut pas porter atteinte à une espèce protégée ou à son lieu d'habitat, sauf à obtenir une dérogation. Les dérogations à cette interdiction, vous les trouvez à l'article L411-2 et elles sont excessivement limitées. Tellement limitées que vous pouvez partir du principe aujourd'hui que lorsque vous avez des espèces protégées sur l'emprise de votre projet, ce projet n'est pas réalisable. Vous pouvez partir de ce postulat-là. Espèces protégées, on change le site de son projet. C'est vraiment la pire de toutes les contraintes environnementales parce que les dérogations sont extrêmement rares et elles seront de moins en moins accordées par les préfectures et de moins en moins validées par les juridictions administratives. Vous en avez ici l'exemple. Quand je prends l'article L411-2, l'un des seuls motifs de dérogation que vous pouvez obtenir pour pouvoir réaliser un projet en portant atteinte à une espèce protégée, c'est si vous justifiez d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Raison impérative d'intérêt public majeur. Cette notion n'est effectivement pas définie. C'est une appréciation au cas par cas que va faire la préfecture et le juge administratif si le juge administratif est saisi. Et autant vous dire qu'on a toujours eu ces dernières années des préfectures qui avaient une appréciation assez souple de cette raison impérative d'intérêt public majeur, mais ce n'est absolument pas le cas des juridictions administratives et ça le sera de moins en moins. Il y a très peu de projets qui sont considérés comme étant des projets présentant une raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger aux espèces protégées. Et dans le dossier qui vous est ici présenté, qui est celui du centre de tri de colis Amazon, la société Amazon faisait notamment valoir que 600 emplois allaient être créés dans un département dont le taux de chômage était supérieur à la moyenne nationale et que ça allait représenter également un fort volume de travaux, plus de 80 millions d'euros, qui pourraient dynamiser, on va dire indirectement, le site. Eh bien, pour le tribunal administratif, quand bien même on créerait 600 emplois, ce n'est pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Il y a un intérêt public, c'est sûr, celui de créer des emplois, mais ce n'est pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Dans les dossiers qui peuvent être considérés comme des dossiers présentant une raison, comme présentant des raisons impératives d'intérêt public majeur, vous avez les infrastructures ferroviaires ou routières. Là, on est sur des projets qui pourraient justifier
éventuellement la dérogation. Mais ce n'est pas le cas de la société Amazon. Demain, si vous êtes promoteur, aménageur ou si vous travaillez en collectivité, la réalisation d'un lotissement, d'un immeuble collectif ou je ne sais quoi d'autre portant sur du bureau, de l'habitation, vous comprendrez très rapidement qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur qui justifierait de porter atteinte à une espèce protégée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le projet se réalise au détriment d'une espèce protégée, il se fera en violation de la loi. Donc, il faudrait que le promoteur, l'aménageur sollicite une dérogation qu'il n'obtiendra pas. Et quand bien même il l'obtiendrait parce que la préfecture voudrait lui la délivrer, si elle était contestée, cette autorisation environnementale qui lui permet de déroger à l'interdiction de porter atteinte à une espèce protégée, le juge viendrait l'annuler, sauf cas très particulier. Donc, on part du principe aujourd'hui que lorsqu'on a une espèce protégée, on ne peut pas réaliser un projet sur le site où vit l'espèce protégée. Il faudra dans ce cas-là prendre ce qu'on appelle des mesures d'évitement si on veut réaliser son projet, c'est-à-dire qu'il faudra tout bêtement modifier l'emprise de son projet pour faire en sorte que le projet ne touche pas à l'espèce protégée ou à son lieu d'habitat. Donc ça restreint considérablement effectivement les potentielles capacités de construction sur un terrain. Donc là encore, pour les opérateurs, les professionnels de l'immobilier, aujourd'hui, dans vos compromis de vente, moi, je vous inviterai à rajouter en conditions suspensives l'absence d'espèces protégées sur le site. Parce que vous pouvez avoir un terrain qui est classé en zone U, sur lequel vous pouvez faire un magnifique lotissement ou un magnifique immeuble. Si vous avez une espèce protégée sur ce site, malheureusement, il devient inconstructible de fait. Donc, soyez extrêmement vigilants. On a eu cette décision du TA de Nîmes pour le centre de tri Amazon. Encore une fois, il y avait 600 emplois à la clé, ce n'est pas rien. On a considéré que ce n'était pas une raison pour porter atteinte à la présence d'une espèce protégée. Voilà pour cette première partie. On attaque la deuxième partie qui n'est plus d'ordre environnemental, mais qui est purement de la procédure urbanistique. On est sur un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 14 octobre 2001 et qui pose une question qui est celle de lorsque la mairie retire une demande de pièces complémentaires, est-ce qu'on considère que le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme a bien été interrompu? Je m'explique. Dans ce dossier-là, on est le 18 février 2016 et on a un promoteur qui dépose une déclaration préalable en mairie. Le 10 mars, donc dans le délai d'un mois, la mairie fait une demande de pièces complémentaires. Le promoteur considère que cette demande de pièces complémentaires est injustifiée et il fait un recours gracieux contre cette demande de pièces complémentaires. À réception de la demande de pièces complémentaires, la mairie se dit « oui, ma demande était illégale, je la retire ». Et le 2 juin 2016, la mairie retire la demande de pièces complémentaires et par la même occasion prend une décision où elle s'oppose à la déclaration préalable. Le promoteur conteste la décision d'opposition à déclaration préalable et devant le juge administratif, il soutient que la décision de retrait, que la décision de demande de pièces complémentaires a été retirée. Donc, elle est réputée n'avoir jamais existé. Si elle n'a jamais existé, le délai d'un mois, le délai d'instruction d'un mois s'est écoulé sans que donc à compter du 18 février 2016, le délai d'un mois s'est écoulé sans que la mairie n'apporte une réponse. Donc, le promoteur soutient qu'au 18 mars 2016, il est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Et cette argumentation est validée par le tribunal administratif de Marseille, qui dit que le retrait de la demande de pièces complémentaires rend le demandeur titulaire d'une décision implicite de non-opposition, à compter d'un délai d'un mois à partir du dépôt de la déclaration préalable. La mairie fait appel et la Cour administrative d'appel de Marseille casse le jugement, au motif, et c'est ce qui est écrit dans le slide, qu'une décision de non-opposition à déclaration
préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci en l'absence de notification d'une décision expresse ou d'une demande de pièces complémentaires. Et là, la Cour a estimé que quand bien même il y aurait eu un retrait de la demande de pièces complémentaires, il y a bien eu une demande de pièces complémentaires qui a été faite. Donc, il y a eu une interruption pour la Cour administrative d'appel de Marseille. Il y a bien eu interruption de l'instruction jusqu'à ce que la mairie prenne une décision de retrait et qu'à partir de ce moment-là, le délai d'instruction reparte. Et la Cour administrative d'appel de Marseille considère que la mairie ayant pris le 2 juin 2016, en même temps qu'elle a retiré la demande de pièces complémentaires, la mairie ayant pris une décision d'opposition à déclaration préalable, elle considère qu'il n'y a aucune décision tacite qui n'a pu naître. Donc voilà une précision qui est intéressante. Moi, je ne vous cache pas que sur le fond, je serais plutôt d'avis, je partagerai plutôt la position du tribunal administratif d'appel de Marseille, pour la simple et bonne raison qu'on m'a toujours appris en droit que le retrait, c'était une disparition d'un point de vue juridique. Le retrait est une disparition rétroactive. Donc on m'a toujours dit qu'une décision qui était retirée était censée n'avoir jamais existé. Donc pour moi, si on retire une demande de pièces complémentaires, elle est réputée n'avoir jamais existé. Donc ça, pour moi, ça aurait voulu dire qu'à compter du 18 février 2016, dans ce dossier, j'ai bien un délai d'1 mois qui commence à courir et que si un mois après, on ne m'a pas répondu, j'ai bien une décision de non-opposition tacite qui est née. C'est en cela que l'on doit distinguer le retrait de l'abrogation. Donc le retrait a un effet rétroactif. Si on abroge, il n'y a pas d'effet rétroactif. Là, en l'occurrence, c'est un retrait. Donc, j'ai plutôt tendance à partager l'avis de la position du tribunal administratif de Marseille, non pas la position de la Cour administrative d'appel de Marseille. En tout cas, ça a été jugé comme ceci. Donc, vous devez retenir en tête, pour vous qui travaillez en collectivité, si vous faites une demande de pièces complémentaires et que vous la retirez, ça ne fait pas naître pour autant une décision de non-opposition sur l'autorisation d'urbanisme qui vous a été, la demande qui vous a été présentée. Voilà pour cette première jurisprudence en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme. Une deuxième qui est sur un sujet totalement différent, qui est la notion de reconstruction d'un bâtiment existant. Le Conseil d'État est venu préciser ce qu'il fallait entendre par la reconstruction d'un bâtiment existant. Dans cette affaire, on a le maire de Théoul-sur-Mer qui délivre un permis de construire en vue de l'édification après démolition d'une construction existante d'un immeuble de 6 logements différents de la construction qui existait. Vous voyez venir la problématique, les voisins contestent le permis de construire et devant le tribunal administratif, ces derniers arguent qu'on n'est pas sur de la reconstruction d'un bâtiment existant puisque la construction réalisée est différente de ce qui existait auparavant. Le tribunal administratif valide, il considère effectivement que, eu égard à sa conception et à ses caractéristiques, la construction réalisée ne pouvait pas être regardée comme étant une reconstruction d'un bâtiment existant. Le promoteur se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État et contre toute attente, le Conseil d'État lui donne raison. Qu'est-ce que nous dit le Conseil d'État dans cette affaire? Il nous dit effectivement que exactement que la reconstruction ainsi permise, donc par la directive territoriale, s'entend d'une reconstruction après du pardon, j'ai perdu la ligne. Touloum. En fait, il autorise, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas écrit reconstruction à l'identique, qu'il y a écrit reconstruction, donc ça permet effectivement de faire également un bâtiment différent. Donc pour tous ceux, pareil encore, qui travaillent dans la rédaction des différents documents d'urbanisme, faites très attention à cette notion de reconstruction d'un bâtiment existant. Si vous ne précisez pas que la reconstruction doit être à l'identique, les juridictions considéreront maintenant que la reconstruction peut être, que le nouveau bâtiment peut être différent du bâtiment existant avant démolition.
Donc là encore, c'est une précision importante et qui peut avoir des conséquences pratiques, là encore, non négligeables. Toujours sur les autorisations sur les instructions des autorisations d'urbanisme, se pose la question des modalités de réexamen d'une demande d'autorisation d'urbanisme lorsqu'il y a eu un refus par le juge. Dans ce dossier, vous aviez un certificat d'urbanisme obtenu en juillet 2014. Suite à ce certificat d'urbanisme, vous avez une demande de permis de construire, puis un refus. Le refus est annulé une première fois par le tribunal administratif qui demande au maire de réexaminer la demande. Le maire réexamine, il redonne un refus qui est de nouveau contesté. Deuxième annulation de refus. En même temps, le tribunal considère qu'est né un permis de construire tacite dans cette affaire. Le permis tacite est affiché et il est contesté par les voisins. Le débat porte sur le fait que est-ce que les effets du certificat d'urbanisme peuvent être maintenus? Parce que vous avez un certificat d'urbanisme daté du 24 juillet 2014 qui a produit ses effets pendant 18 mois. Donc il a figé, le certificat d'urbanisme a figé le PLU applicable au 24 juillet 2014 pendant 18 mois, donc jusqu'à juillet 2015, jusqu'à janvier 2016. Donc le pétitionnaire avait jusqu'à janvier 2016 pour déposer un permis de construire qui pouvait toujours bénéficier du PLU en vigueur au jour de l'obtention du certificat d'urbanisme. Là, vous comprendrez qu'au vu de la procédure qu'il y a eu, nous on se retrouve en janvier 2018, lorsque le permis est finalement délivré, suite aux différentes procédures contre le refus. Et les voisins disent que le certificat d'urbanisme n'était plus valable, donc il fallait appliquer les nouvelles règles d'urbanisme et non pas celles figées par le certificat d'urbanisme. Et le Conseil d'État vient apporter une précision importante. Lorsqu'il y a un refus de permis de construire et que ce refus de permis de construire est annulé, le maire est tenu de réinstruire la demande. Mais il est tenu de réinstruire la demande au regard des règles en vigueur au jour où il avait opposé son refus jugé illégal. Donc, à ce moment-là, au jour où le maire a pris le premier refus, le certificat d'urbanisme produisait toujours ses effets. Et donc là, le Conseil d'État vient nous dire, oui, lorsqu'il y a un contentieux de refus et qu'il y a annulation du refus, on doit tenir compte du certificat d'urbanisme applicable au jour du refus. Donc, le projet était bien valable parce qu'il avait fait application des règles applicables au jour du certificat d'urbanisme. Donc, il y a un maintien du certificat d'urbanisme dans ce cas-là. Avant-dernière jurisprudence, Conseil d'État, 20 octobre 2021, celle-ci porte sur le contentieux. Cristallisation des moyens et irrecevabilité du référé suspension. Vous connaissez le principe du référé suspension. Donc, il permet de suspendre, notamment en matière de permis de construire. Vous auriez un requérant qui conteste un permis de construire. Tant que le tribunal n'a pas jugé au fond, le permis de construire est réputé valable, ce qui veut dire que le bénéficiaire du permis pourrait l'appliquer. Pour éviter des effets irréversibles sur l'environnement, dans l'attente que le tribunal statue, on peut demander à suspendre le permis de construire via une procédure de référé suspension qui doit être faite en parallèle de la requête au fond. Sauf que l'article L600-3 du Code de l'urbanisme, complété par l'article R600-5, nous disent que la demande de référé suspension n'est possible que dans un certain délai. Pour pouvoir le demander, ce référé suspension, il faut que la demande ne soit pas faite après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le délai fixé pour la cristallisation des moyens? Depuis la loi Elan, lorsque vous avez un recours contre un permis de construire, les défendeurs, donc les défendeurs, c'est la commune et le bénéficiaire du permis de construire,
dès lors qu'ils déposent leur mémoire en défense, il y a un délai de 2 mois qui commence à courir à compter du dépôt de ce mémoire en défense. Passé ce délai, le requérant ne peut plus soulever aucun nouveau moyen. Par exemple, si le voisin conteste le permis de construire au motif que l'article 6 du PLU est violé, à partir du moment où la mairie a répondu par un mémoire sur cette violation de l'article 6, va s'écouler un délai de 2 mois. Passé ce délai de 2 mois, le requérant ne pourra plus soulever aucun nouveau moyen. C'est-à-dire que le contentieux va être figé sur le débat concernant la légalité du projet au regard de l'article 6. Eh bien, la loi Elan a également donné un autre effet à ce délai de 2 mois à compter du mémoire en défense de la mairie ou du promoteur, enfin du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, c'est que passé ce délai, il n'y a plus de référé suspension possible. Donc, à partir du moment où la mairie ou le promoteur a répondu, vous laissez passer un délai de 2 mois et le requérant ne pourra plus demander de référé suspension. Donc, vous êtes protégé, mairie et promoteur, enfin, et bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, vous êtes protégé d'un référé suspension passé ce délai de 2 mois. Et c'est ce que vient de nous rappeler pour la première fois le Conseil d'État dans cet arrêt du 20 octobre 2021, c'est qu'il nous dit qu'il n'y a pas de débat à partir du moment où l'un des co-défendeurs, bénéficiaire ou mairie, a déposé son mémoire et que le délai de 2 mois s'est écoulé. Il n'y a plus à tergiverser. Le requérant ne peut plus demander la suspension de l'autorisation contestée. Donc, vous pouvez la mettre en œuvre jusqu'à ce que le tribunal tranche de la légalité sur le fond de cette autorisation. Enfin, dernière jurisprudence, 9 novembre 2021, elle vient apporter une précision importante concernant les effets de l'article L600-5-1 dont on parle beaucoup. Quel est cet article? Quelle est la procédure mise en œuvre par cet article L600-5-1? Vous savez qu'aujourd'hui, si vous contestez un permis de construire, l'annulation de ce permis, s'il y a un vice constaté par le tribunal, n'est pas automatique. C'est-à-dire que le tribunal est obligé aujourd'hui de vérifier si le vice qui est constaté peut être régularisable. Si le tribunal considère aujourd'hui que le vice est régularisable, il peut surseoir à statuer et inviter le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme à régulariser le vice par le dépôt d'un permis de régularisation dans un délai que le tribunal va fixer. Donc, par exemple, j'ai eu un dossier récemment, le tribunal a considéré qu'il y avait un étage en trop sur la construction. Il a considéré que ce vice était régularisable par la réduction de la hauteur du bâtiment, enlever un étage, un niveau. Et donc, il a donné un délai de 3 mois au promoteur pour qu'il dépose un permis de régularisation enlevant un étage à la construction. Une nouvelle audience doit alors se tenir et durant cette audience, le tribunal constate la régularisation par un permis du vice qu'il avait constaté lors de la première audience. Dans cette affaire, on a un promoteur qui a déposé un permis de construire pour régulariser. Donc, il y a eu un sursis à statuer. Le promoteur s'est conformé à ce que le tribunal a dit et il a déposé un permis de construire pour régulariser le vice identifié. Sauf que dans cette affaire-là, la mairie a refusé le permis. Donc, que s'est-il passé? Quand le tribunal a reconvoqué les parties pour voir si le vice avait été régularisé, il a constaté, le tribunal, que le permis de régularisation avait été refusé. Donc, il a prononcé une annulation du permis de construire initial pour défaut de régularisation. Et dans ce cas-là, que nous dit le Conseil d'État? Il nous dit effectivement que le tribunal n'avait pas le choix. À défaut de régularisation, il est obligé de prononcer l'annulation totale de l'autorisation d'urbanisme. Donc, si le promoteur conteste, n'est pas d'accord avec le refus sur le permis de régularisation qui lui a été opposé, le promoteur doit alors introduire une nouvelle audience, enfin une nouvelle instance, une nouvelle procédure contre le refus, aller devant le tribunal administratif, faire constater par le tribunal administratif que le refus sur le permis de régularisation était injustifié. Et si effectivement, dans le cadre de cette instance, le tribunal administratif constate que la régularisation aurait dû être accordée par la mairie,
eh bien, le tribunal validera à ce moment-là la régularisation. Mais ça vous aura de nouveau fait perdre une année de procédure. Telles sont voilà, les observations que je souhaitais porter à votre connaissance. Donc, beaucoup de jurisprudence sur ces 3 derniers mois, des jurisprudences diverses, mais qui aujourd'hui, on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent beaucoup en matière d'urbanisme et d'environnement. Soyez extrêmement vigilants et de plus en plus vigilants sur la conception, l'élaboration de vos documents d'urbanisme, et notamment sur la prise en compte de la biodiversité. Hein. Dès lors que vous avez identifié des espaces sensibles, on ne peut plus faire tout et n'importe quoi sur ces espaces sensibles, d'où l'annulation du schéma de cohérence territoriale parce qu'il autorisait une exploitation de ressources minières, une exploitation minière dans un espace protégé. D'où l'annulation du PLUI de la communauté de communes de Beach parce qu'elle avait une consommation foncière excessive. D'où l'annulation de l'autorisation environnementale accordée à la société Amazon parce que le centre de tri de colis était prévu sur un site qui comportait des espèces protégées. Ces règles et ces décisions de jurisprudentielles concernant les procédures contentieuses et notamment ce fameux article L600-5-1 sur le sursis à statuer qui pose de nombreuses questions en pratique. Hein. C'est une super opportunité pour les mairies et pour les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'annulations pure des autorisations d'urbanisme, hein, quand elles sont bien défendues, l'annulation stricte et l'exception et les mesures de régularisation deviennent le principe, hein, mais il faut savoir comment on les met en œuvre. Et on a ici, avec cette décision du 9 novembre 2021, une précision importante qui nous est apportée par le Conseil d'État. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires à me poser, mais n'hésitez pas. Alors, je regarde si j'ai des questions qui me parviennent. Donc, on me demande si le support sera envoyé après le webinaire. Il sera mis en ligne, me semble-t-il, sur le site du moniteur. On me demande de rappeler comment se pratique l'affichage d'une décision tacite lorsque vous en avez une. Alors, c'est une question qui est effectivement récurrente. Donc, vous savez que pour toutes les autorisations d'urbanisme, enfin pour la plupart en tout cas d'entre elles, le délai, donc les collectivités ont un délai pour vous répondre, pour instruire votre demande. Et si à l'issue de ce délai, elles ont gardé le silence, en règle générale, le silence de l'administration vaut permis de construire tacite ou décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Cette décision tacite comme son nom l'indique, n'a pas d'existence matérielle, donc c'est toujours difficile d'afficher quelque chose qui n'existe pas. Dans l'hypothèse où vous avez une décision tacite, vous devez demander à l'administration, en règle générale à la mairie, de vous délivrer une attestation de permis de construire tacite. Et la mairie n'a pas d'autre choix normalement que de vous délivrer cette attestation, constatant effectivement que par l'écoulement du temps, vous avez obtenu une autorisation d'urbanisme. Et c'est dans le cadre de cette attestation qu'elle va vous remettre notamment les informations importantes pour l'affichage de l'autorisation d'urbanisme. Autrement, concernant la date à laquelle intervient cette décision tacite, eh bien, il faut simplement faire le calcul. Hein. Si vous avez déposé votre dossier le 1er janvier en mairie et que le délai d'instruction est de 3 mois, vous pouvez considérer qu'au 1er avril, enfin qu'au 31 mars, est née
une décision tacite sur votre demande de permis de construire. Mais en tout cas, vous pouvez demander, quand vous avez une décision tacite, vos démarches ne s'arrêtent pas là. Vous devez demander une attestation à la collectivité, à la mairie. On me demande, concernant les espèces protégées, peut-on les délocaliser le temps de la construction, puis les réimplanter? Alors, ça va faire l'objet, en matière de droit de l'environnement, parce qu'on est sur du droit de l'environnement, c'est toujours le même process. On vous demande de présenter votre site dans l'état dans lequel il est avant la réalisation de votre construction. De 2, d'identifier les impacts. Donc là, en l'occurrence, l'impact sur l'espèce protégée. Et une fois que vous avez identifié les impacts, proposez les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui permettent de rendre l'impact négligeable. Si vous demandez une dérogation espèce protégée, qu'elle vous est accordée, de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix. Donc c'est Myriam qui me pose la question. Vous n'auriez pas d'autre choix, Myriam, que de déplacer les espèces qui pourraient être impactées par votre projet, aussi bien le temps des travaux que le temps de l'exploitation. De les déplacer, de les préserver et de les réintroduire dans leur milieu une fois que le risque pour elles aura disparu. Mais toutes ces mesures d'évitement, de réduction et de compensation, de toute façon, ce sont des écologues qui vont vous les proposer dans la constitution de votre dossier. Il faut toujours vous faire accompagner lorsqu'on fait une demande d'autorisation environnementale, peu importe de quelle procédure on parle, que ce soit espèce protégée, défrichement, loi sur l'eau, peu importe laquelle, vous devez vous faire accompagner d'un bureau d'études qui sera en mesure de définir avec vous et la préfecture les mesures d'évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre. Mais c'est très important de préserver les espèces. Si vous portez atteinte à leur habitat, vous n'êtes quand même que très rarement autorisé à porter atteinte à l'espèce elle-même, en détruisant notamment des spécimens. On me demande quelles sont les modalités d'affichage d'une décision de prorogation de permis de construire. Alors déjà, on peut rappeler les délais de péremption d'une autorisation d'urbanisme. Une autorisation d'urbanisme se périme et il y a un double délai à retenir. Il faut commencer les travaux dans un délai de 3 ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Et passé ce délai de 3 ans, vous n'avez pas le droit d'interrompre les travaux pendant plus d'une année. Donc un double délai. Je commence mes travaux dans un délai de 3 ans et passé ce délai de 3 ans, je n'ai pas le droit d'interrompre mes travaux pendant plus d'une année. Si vous voyez que vous ne respecterez pas l'un ou l'autre de ces délais, il faut qu'avant l'expiration de ce délai, vous ayez demandé une prorogation au maire qui vous a délivré le permis et de justifier de la raison pour laquelle vous n'avez pas pu mettre en œuvre le permis dans les délais. C'est une simple formalité. Normalement, le maire vous délivre une prorogation d'une année sans aucune difficulté. Cette prorogation n'a pas à être affichée sur le terrain, comme le permis. Elle a à être affichée en mairie parce que ça fait l'objet d'un arrêté et c'est la mairie qui affichera sur son panneau d'affichage l'arrêté de prorogation. En tout cas, le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme n'a pas à afficher l'arrêté de prorogation sur le terrain. J'espère, Laura, avoir répondu à votre question. On me dit également une autre question de... Hop, alors attendez que je la lise. Une autre question de Amandine. Sur la reconstruction à l'identique, quid des raccordements au réseau public et d'un dispositif d'assainissement lorsque le bâtiment détruit comportait un bâtiment plus aux normes? Alors oui, désolé Amandine, je n'ai pas été suffisamment précis concernant la jurisprudence du Conseil d'État. Le Conseil d'État nous dit que s'il n'est pas précisé reconstruction à l'identique, mais simplement reconstruction de l'existant, on pouvait faire
on pouvait faire ce qu'on voulait, à la condition toutefois de respecter la réglementation en vigueur au jour de la reconstruction, parce que la reconstruction d'un bâtiment ne va pas vous exonérer, quand bien même elle est autorisée, ne va pas vous exonérer de déposer un permis de construire. Donc si vous reconstruisez un bâtiment qui n'est pas à l'identique en lieu et place d'un bâtiment existant, il faudra que ce bâtiment soit conforme à la réglementation et au PLU applicable. Donc si le dispositif d'assainissement n'était plus aux normes, il faudra qu'il le soit. Si vous faites une reconstruction à l'identique, si en fait il n'y a qu'une reconstruction à l'identique qui est permis, il faudra là encore se mettre à jour de la réglementation, parce que c'est une question ici de salubrité publique. Ça, c'est un point qu'on pourrait vérifier ensemble, mais tout ce qui est sécurité et salubrité publique, ce sont des contraintes qui peuvent être imposées, supplémentaires, qui peuvent être imposées quand bien même la reconstruction à l'identique est permise. Donc, dans le cadre, un bâtiment prend feu, la personne veut reconstruire, on ne permet que la reconstruction à l'identique, le réseau, l'assainissement n'était pas individuel, n'était pas aux normes, eh bien, à mon sens, il faudra, lors de la reconstruction, qu'il se mette aux normes dans ce cas-là. Faute de quoi, vous pourrez lui opposer l'article R111-2. À vérifier ensemble, mais intuitivement, c'est ce que je vous répondrai. Concernant la cristallisation des moyens, autre question, concernant la cristallisation des moyens, est-ce que le délai de 2 mois s'applique aussi aux pétitionnaires? Oui, il commence à la cristallisation des moyens. On est encore, qu'est-ce que je me répète pour que ce soit bien clair, la cristallisation des moyens fait qu'un requérant, donc un voisin qui contesterait un permis, ne pourrait pas développer de nouveaux moyens indéfiniment. Depuis qu'il y a cette loi sur la cristallisation des moyens, à partir du moment où la mairie ou le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme a répondu par le dépôt d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif, il y a un délai de 2 mois qui va s'écouler. Au-delà de ce délai de 2 mois, le requérant ne pourra plus développer aucun nouveau moyen. Donc oui, qu'est-ce qui fait partir le délai de 2 mois? C'est soit le mémoire de la mairie, soit le mémoire du pétitionnaire. Donc, conséquence pour vous, il faut impérativement que vos avocats, à vous mairie et à vous pétitionnaires, enfin bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme, il faut absolument que vos avocats répondent le plus rapidement possible devant le tribunal. Avant, il n'y avait pas d'urgence. Maintenant, il y a une urgence parce qu'effectivement, quand on est bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ou quand on est mairie, on a intérêt à ce que la cristallisation des moyens intervienne le plus vite possible. On me pose une autre question. Une prorogation peut-elle être tacite? Non, la prorogation d'un permis de construire ne peut pas être tacite. Elle doit impérativement être demandée avant l'expiration du délai de 3 ans ou du délai d'1 an, hein, comme on l'a vu. Elle doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception et elle doit avoir fait l'objet de la part de la mairie d'un arrêté de prorogation. Et oui, pardon, donc elle doit avoir été demandée, et si la mairie ne répond pas dans le délai de 2 mois, on considère que le silence de la mairie vaut prorogation tacite. Autre question de Monica, quid des effets de la cristallisation pour un certificat d'urbanisme tacite? Le certificat d'urbanisme, si on ne vous répond pas, dans le délai d'1 mois si c'est un certificat d'urbanisme informatif ou dans le délai de 2 mois si c'est un certificat d'urbanisme opérationnel, fait naître un certificat d'urbanisme tacite. Donc oui, vous déposez une demande de certificat d'urbanisme le 1er janvier. Au 1er février, il n'y a pas de réponse. Vous avez un certificat d'urbanisme tacite. Ça veut dire que vous allez cristalliser la règle d'urbanisme applicable au 1er février pendant 18 mois. Donc, vous n'aurez pas eu un papier en bonne et due forme listant les règles d'urbanisme applicables, mais ce sera à vous de démontrer quelles étaient ces règles-là, quel était le PLU applicable au 1er février pour dire j'ai un droit
a bénéficié de la règle en vigueur au 1er février 2022 pendant 18 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense avoir fait le tour des différentes questions qui ont été posées. Donc j'espère avoir été le plus clair possible, notamment sur les réponses à ces questions. C'est jamais évident que de découvrir en direct les questions. Comme je le dis à chaque fois, je suis disponible s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas soit à me... Je suis en train d'écrire sur le chat du webinaire, j'ai écrit mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone portable. Vous n'hésitez pas à me faire un petit mail s'il y a besoin de précision, si vous avez besoin que je vous communique la décision de justice dont j'ai pu évoquer l'existence lors de ce webinaire, et je vous la communiquerai bien volontiers. Donc normalement, vous avez reçu dans le chat mon adresse mail et mon numéro de téléphone qui devrait s'afficher. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées? Et encore une question, j'ai le temps d'y répondre. Pour un terrain constructible qui a besoin d'un débroussaillage car végétation très touffue, doit-on avoir l'autorisation de la mairie? En matière d'urbanisme ou d'environnement, le débroussaillage ne fait pas l'objet d'une autorisation particulière, hein, sauf si ce débroussaillage peut porter atteinte à une espèce protégée ou si vous êtes dans une zone humide. Hein, s'il y a une espèce protégée, il faudra sans doute demander une dérogation espèce protégée pour pas y porter atteinte. Soit prendre des mesures d'évitement pour justifier que vous n'avez pas porté atteinte à l'espèce protégée, soit si vous êtes en zone humide, il faudra demander le droit de porter atteinte à la zone humide. Mais en soi, le fait de débroussailler comme ça, il y a peut-être une autre réglementation que je ne connais pas, mais ne fait pas l'objet d'une autorisation particulière au titre du droit de l'environnement ou du droit de l'urbanisme. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la main, je crois, à Léa ou Christophe qui, me semble, doivent faire le petit mot de la fin, je pense. Oui, exactement. Merci beaucoup, Anthony Bichlen, pour cette présentation très, très intéressante. Merci à tous de votre participation donc, à ce dernier webinaire trimestriel de l'année 2021, ainsi qu'aux équipes moniteurs juristes et opérations immobilières. Et nous aurons donc le plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire l'année prochaine. Voilà, je conclus rapidement. Pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé les coordonnées d'Anthony Bichlen, elles sont sur la partie droite de votre écran, dans le panneau de configuration qu'on peut déplier en cliquant sur la fiche orange. Et vous avez une proposition, chatter, et c'est là où vous retrouvez les coordonnées transmises par notre intervenant. Je vais prendre congé également de vous tous. Je vais grandement remercier Anthony Bichlen qui nous a accompagnés tout au long de l'année et souhaiter aussi à Léa la bienvenue dans les équipes de moniteurs juristes. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin d'année. Au revoir.